Dès que tu t'intéresses au Liban et à son histoire, tu te rends compte très vite que cette explosion n'est pas du tout le début, mais bien au contraire la conclusion d'une histoire qui est trop rarement racontée dans son intégralité. Et face au traitement un peu superficiel qu'ont les médias de milliardaires sur cette histoire, ce qu'on va faire ici, c'est rétablir quelques faits pour montrer que l'explosion du 4 août n'a rien d'un accident. Ces images, elles datent d'octobre 2019. Il y a eu à ce moment-là de grandes mobilisations populaires au Liban et comme souvent, ça a pété pour des choses très concrètes, qui touchent directement à l'intime des gens. Chez nous, c'était l'essence et chez eux, c'était une taxe sur l'application WhatsApp. Il y a eu des milliers de personnes dans la rue avec le drapeau national pour dégager la vieille classe politique. Un mouvement qui a abouti à la démission du Premier ministre quand même, mais qui n'a pas pu transformer en profondeur le système politique qui est resté toujours aussi corrompu. Évidemment, ces manifestations ne sont en rien des caprices populaires et elles sont motivées par des raisons très profondes. Le Liban, suite à un virage néolibéral, est devenu un pays profondément inégalitaire. Les 1% les plus riches possèdent plus de 40% des richesses du pays. Pire que ça, la moitié la plus pauvre du pays possède moins que les 0,1% les plus riches. Et ça n'arrive pas par hasard, c'est le résultat d'une corruption qui s'est institutionnalisée et qui a en même temps mis le pays dans une sale situation économique, avec la présence d'une bureaucratie beaucoup trop forte, d'un budget largement déficitaire et d'une très grosse dette. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle quand même vachement quelque chose. J'arrive pas à mettre la main dessus, mais... Une dette détenue par d'énormes banques qui imposent des réformes à un gouvernement docile qui brade le service public à des entreprises privées. Conséquence directe, 20% de la population n'a pas accès à l'eau et le réseau électrique est plus qu'instable. Et pendant ce temps, le centre historique de Beyrouth est rasé pour y placer des hôtels de luxe afin d'attirer les riches du monde entier. Et forcément, avec ça, la fiscalité est essentiellement basée sur la TVA qui est payée par les plus pauvres, plutôt que sur l'impôt progressif qui est plus égalitaire en soi. À noter aussi que leur banque centrale a une seule et unique mission, contrôler l'inflation afin de favoriser l'accumulation des capitaux. La richesse, elle est là, mais elle reste inaccessible au peuple qui subit en même temps le revers de la médaille. Parce que la politique monétaire du pays bloque tout investissement productif et concentre tout l'argent et tout le capital essentiellement dans la finance et dans l'immobilier. Résultat, le pays s'est totalement désindustrialisé, le chômage est monté à 37% de la population active et la balance commerciale s'est effondrée. Et évidemment, se rajoute à ça aussi des tensions communautaires entre les différentes religions, le rôle un peu chelou du Hezbollah, une guerre de Syrie qui a déstabilisé le pays en impactant le tourisme notamment, une crise bancaire qui contraint la banque centrale à truquer ses résultats, une méga inflation ou encore une épidémie de coronavirus très mal gérée faute de matériel et de personnel. Et c'est en mélangeant tout ça que tu te rends compte de la situation désastreuse du Liban avant l'explosion. Ce qui n'a pas arrangé les choses, bien évidemment. Donc si on résume la situation, tu as au pouvoir une élite libérale corrompue qui n'assure pas du tout la gestion des biens communs essentiels, mais qui en plus de ça augmente les taxes pour les plus pauvres, histoire de compenser le pillage organisé par les 1% les plus riches de la population. Il y a un pays, c'est genre exactement la même situation, mais je me rappelle plus. Et c'est bien dans ce contexte précis que Macron est arrivé à Beyrouth. Les médias dociles ont largement relayé une propagande grossière, enchaînant sans honte les déclamations verbeuses et sans fondement. Alors bien sûr, l'aide humanitaire était nécessaire, mais ce qui ne l'est pas, c'est le spectacle d'un président candidat qui s'offre un coup de com' pour pas cher et qui déstabilise plus qu'autre chose un pays qui est déjà en crise. Mais si Macron est venu là-bas, c'est pas uniquement pour sa campagne électorale. Et c'est à ce moment précis de la vidéo où on va parler d'une institution qu'on a tous dans le cœur, le Fonds monétaire international. Une fois à Beyrouth, Macron n'a cessé de demander au gouvernement d'accepter les réformes des institutions internationales. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette demande ne vient pas du ciel. En juillet, Mediapart faisait déjà état d'un chantage du FMI. À son habitude, l'institution échange quelques milliards contre une cure d'austérité abominable. Ce qui veut dire que même avant l'explosion, il y avait déjà des négociations qui étaient enclenchées. Il y avait déjà un rapport de force entre le Liban et le Fonds monétaire international pour savoir si oui ou non il fallait libéraliser encore plus le pays. Et ça, mine de rien, ça change toute l'histoire. Parce que c'est pas des gentils pays occidentaux qui viennent en aide à un pays en détresse du tout. C'est juste des pays occidentaux qui profitent de la situation et du désespoir du Liban pour renforcer un rapport de force, histoire d'obtenir ce qu'ils n'ont pas réussi à négocier précédemment. Mais c'est pas la première fois que Macron joue les sauveurs. En 2018, une conférence a eu lieu à Paris avec le Premier ministre libanais de l'époque. L'objectif, acter des réformes pour favoriser l'emploi.
Mais évidemment, quand Macron dit favoriser l'emploi, en réalité, très concrètement, ça veut dire plus d'austérité, reculer l'âge de la retraite et couper dans le service public. Ah voilà, Macron qui va imposer une austérité, en fait on parle de la France depuis le début. Les journalistes de milliardaires, plutôt que de faire les agents de communication de l'Élysée, devraient plutôt se poser une question: pourquoi notre président de la République est devenu au Liban l'ambassadeur du Fonds monétaire international? Pourquoi le président ose-t-il parler d'aide si c'est pour imposer à côté des réformes libérales dont le peuple ne veut pas? Et comment ose-t-il profiter de la situation du Liban pour réaffirmer un rapport de force qui était déjà existant et renforcer un chantage ignoble? Ou alors, je dis ça, je dis rien, les journalistes pourraient aussi faire une petite enquête sur ces étranges donateurs libanais de la campagne de Macron en 2017. Ou alors que le Liban soit un des plus gros clients des marchands d'armes français, ces mêmes armes dont se sert l'armée pour réprimer les mouvements sociaux. On va donc se poser une bonne question. Quel est le lien réel entre les oligarchies libanaises et françaises? Parce qu'il va falloir quand même expliquer tout ça, parce que le Liban, à la base, c'est quand même un pays souverain. Donc peut-être qu'ils ont un gouvernement qui est pas compétent, qui est corrompu, mais la France aussi. Et pourtant, la France est quand même un pays souverain. Ce que je veux dire par là, c'est que Macron, ce qu'il fait au niveau diplomatie, c'est quand même assez chelou. Pour vous donner un exemple, c'est comme si en France, il y avait un accident, tu sais, une explosion comme il s'est passé à Beyrouth, et que Trump arrivait avec ses grands chevaux, qui chorégraphiait quelques bains de foule comme ça, et qu'il annonçait à tous les médias que la France devait faire des réformes libérales. Ce serait juste, insupportable que les États-Unis profitent de la situation pour nous imposer des réformes comme ça. Je veux dire, c'est quand même à nous de décider si oui ou non on les veut, ces réformes. Et c'est exactement ce qui se passe au Liban, mais vu que c'est un pays du Sud, que c'est un pays arabe, machin, tout ça, c'est comme si tout le monde s'en foutait. Ce qui est du mépris total. Enfin, quand je dis tout le monde, je parle surtout de la Macronie, des médias et de la bourgeoisie intellectuelle, parce que nous, on se rend bien compte que cette histoire est quand même assez chelou. Et puis peut-être que les journalistes pourraient utiliser leurs compétences et leurs moyens pour nous décrire la bidouille européenne qui a permis à un oligarque russe d'abandonner un navire rempli d'explosifs à Beyrouth pendant 6 ans. Un oligarque exilé à Chypre pour payer moins d'impôts et qui a profité d'un pavillon de complaisance de la Moldavie. Une situation connue et admise par l'Union européenne qui a gardé les yeux fermés là-dessus. En fait, qu'importe où tu regardes, tu ne vois ni accident ni hasard dans cette explosion à Beyrouth. Tout ça, ça ressemble quand même à une conclusion logique d'une suite d'événements, d'ingérences, de domination, de corruption de la part de la même caste libérale qui a imposé des réformes destructrices au pays, tout ça pour maximiser partout et toujours leurs profits. Il faut lier cet événement à son histoire et ne pas rentrer dans ce nihilisme idéologique qui consiste à dire que toutes les catastrophes sont liées au hasard, que normalement c'était pas prévu, donc on peut en vouloir à personne. Et c'est d'ailleurs précisément cette logique qui pousse énormément de personnes à ne jamais se poser de questions politiques face à une catastrophe et juste à compatir sur Twitter ou sur le journal télévisé. Alors vu qu'à la télé, ils le disent pas suffisamment, on va le répéter ici, les responsables, c'est bien cette caste, cette oligarchie libérale qui est si bien représentée par le FMI et Macron, qui ont créé à travers leurs réformes les conditions matérielles de cette explosion. Donc on est bien d'accord, c'est pas Macron qui a allumé la mèche et ça reste un accident dans le sens où c'était pas prévu. Mais ce genre de choses ne peut arriver que dans un État qui est totalement dépouillé de ses services publics et dans un État qui est largement corrompu. Et là-dessus, la caste libérale a énormément de responsabilités. Et c'est d'ailleurs eux, en ce moment même, qui se font passer, grâce aux médias de complaisance, évidemment, pour les sauveurs de la situation. Et comme on l'a vu, le Liban a énormément de points communs avec la France, et notamment le fait que son principal problème, c'est l'importance de la finance dans l'économie qui a amené à une désindustrialisation. Sauf que le problème, évidemment, c'est que le FMI propose qu'une cure d'austérité, ce qui va renforcer les inégalités, ce qui va détruire le service public, ce qui va empêcher les investissements productifs, ce qui fait que si le peuple libanais ne se réveille pas maintenant, ce qui va se prendre dans la gueule dans les années à venir, ça va être assez violent. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces deux pays ont en commun autre chose qu'une élite corrompue et libérale, c'est un esprit révolutionnaire. Et comme dans énormément de pays, le peuple là-bas est devenu un acteur politique à part entière qui compte bien ne pas se laisser faire face à tout ça et qui compte bien défendre son intérêt, c'est-à-dire l'intérêt général. Depuis l'explosion, la contestation déjà présente et organisée s'est fortement mobilisée contre le gouvernement, contre Macron, contre le FMI. Des énormes manifestations ont lieu en ce moment, avec en plus des grosses occupations. Des manifestations réprimées dans le sang avec des armes françaises s'il vous plaît, mais qui se renforcent et s'installent tout de même. Au final, bien malin celui qui arrivera à prédire ce qui sortira de ce conflit. Une chose est sûre, c'est que l'œuvre libérale au Liban va devoir faire face à la contestation. Et l'histoire n'est pas encore terminée. Évidemment, si la solidarité et la compassion sont la bienvenue,
On va quand même se dire franchement les choses, la meilleure façon d'aider le Liban, c'est de définitivement foutre dehors cette caste politique libérale. Ça ferait du bien au Liban, mais à énormément d'autres peuples du monde. Et pour le coup, d'ailleurs, ça c'est vraiment un enjeu qu'on a, nous les peuples européens, parce qu'il y a énormément d'institutions mondialistes qui se trouvent sur nos territoires. Bref, il va falloir mettre à la porte tous ces gens-là pour réessayer de mettre un peu d'ordre là-dedans, histoire que la liberté, l'égalité, la fraternité, ce soit plus que juste des trucs marqués sur les mairies, mais que ça devienne un véritable programme politique, qu'on le fasse vraiment, quoi. Liberté, égalité, fraternité, très concrètement, dans notre société, ce serait quand même vachement bien de faire ça. Et c'est là-dessus qu'on termine. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Pour écrire cet épisode, je me suis surtout concentré sur 3 sources que je vous invite vraiment à aller voir. Donc évidemment, comme d'habitude, les principales sources qu'on a utilisées, c'est Mediapart et Le Monde Diplomatique. Ils ont tous les deux écrit un article qui sont très complémentaires et qui permettent d'avoir une vision sur la situation économique et diplomatique du pays. Mais il y a eu aussi les tweets d'un youtubeur qui s'appelle Oui D'accord et qui a été hyper réactif sur cette crise en nous amenant très rapidement des éléments de réponse essentiels. Et donc je vous recommande très vivement d'aller vous abonner à sa chaîne, déjà parce qu'il le mérite, mais surtout qu'un type comme ça qui réagit très rapidement avec des informations pertinentes, c'est vraiment utile dans un mouvement social. Donc voilà, il mérite qu'on s'intéresse à son boulot, et si on pouvait doubler juste avec cette petite vidéo son nombre d'abonnés sur YouTube, bah ça ferait quand même une belle histoire à raconter. Parce que au-delà de faire des vidéos sur la chaîne du Canard Machin, l'important c'est surtout de tisser un réseau pour qu'il y ait un maximum de personnes qui proposent un maximum de contenus différents, qui puissent parler à une grande partie de la population pour faire en sorte de changer profondément cette société. Donc il y a une logique aussi révolutionnaire à faire en sorte que vous ayez accès à un maximum de contenus différents. Et sinon, on se retrouve mercredi pour une revue des réfractaires. Bon, normalement c'est le lundi, mais vu l'actualité, on a décalé. Et sur la chaîne du Canard Réfractaire, je sais pas si tu es au courant, mais c'est une vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi. Et voilà, donc si tu veux t'abonner, c'est en cliquant sur ce bouton. Donc on se retrouve mercredi, 10 bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.